Bienvenue dans le débat sur France 24, 77e jour de guerre en Ukraine. On va s'intéresser au port d'Odessa, la perle de l'économie ukrainienne. La ville connaît un blocus. Les Russes ont bloqué tous les accès à ce port stratégique sur la mer Noire, qui représente 100% du pétrole importé par l'Ukraine et 100% des produits agricoles ukrainiens exportés. Odessa, c'est la porte d'entrée de l'Ukraine sur le monde et le point de passage quasi obligé de l'ensemble des marchandises qui transitent dans le pays. La prise d'Odessa par les Russes pourrait entraîner une paralysie totale de l'Ukraine. Lundi, 7 missiles russes ont visé notamment un centre commercial. Les frappes ont fait 1 mort et 5 blessés. Le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite dans la ville, a dû même se mettre à l'abri. Alors, quelle est la stratégie des Russes? Leur avancée à Kherson leur permettra-t-il de lancer l'assaut sur Odessa? Quel est l'état de la résistance ukrainienne? Le blocus pourrait-il être levé? Odessa, au cœur du conflit en Ukraine. On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir à vous et bienvenue. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. En face de vous, Christine Dugouin-Clément. Bonsoir, chercheuse associée à la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne Business School. Auteur, on voit donc la couverture de votre livre de l'influence et la manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques. Bienvenue à vous. À côté de vous, Oleg Kopsev, bonsoir, professeur associé d'histoire et de géographie politique à l'American University of Paris. Bienvenue à vous également. Et nous avons par Skype d'Odessa David Carbonel, bonsoir, entrepreneur et boulanger français installé à Odessa. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous justement par Skype d'Odessa. On va commencer cette émission en jetant un œil sur la carte justement d'Odessa. Odessa, c'est 1 million d'habitants, mais il faut savoir qu'à peu près 200 000 habitants, essentiellement des femmes et des enfants, ont quitté la ville depuis le début du conflit, selon le maire, essentiellement donc des femmes et des enfants. Odessa, ce sont en fait 3 ports. Il y a d'abord un terminal pétrolier, Youzhny, il y a Tchernomorsk, qui est un autre port important, d'où partent d'ailleurs les denrées alimentaires. 100% donc du pétrole importé transite, je vous le disais, par Odessa. Et Odessa, c'est le point de départ de 100% des produits agricoles ukrainiens exportés. Oleg Kopsev, est-ce qu'Odessa, c'est vraiment le cœur économique du coup et même géostratégique de l'Ukraine? Depuis plus de 200 ans, depuis que la ville existe, on disait au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, au début du XXe siècle, que c'était le port qui nourrissait l'Europe en blé. Et ça reste extrêmement stratégique. Il suffit de voir ce qui nous arrive dans les supermarchés, l'huile qui manque, la farine qui manque, pour comprendre à quel point, en fait, c'était très important comme économie et comme point stratégique pour non seulement l'Ukraine et la mer Noire, mais pour toute l'Europe. Sinon, même des espaces encore plus grands. Général Jean-Paul Paloméros, il y a aujourd'hui un blocus total sur Odessa, blocus donc des Russes. Oui, ça, on n'en parle pas assez, à mon sens, depuis un certain temps. Je me souviens, le premier débat qu'on avait sur ce plateau, il y avait cette question d'Odessa était déjà là avec une énigme en quelque sorte. Jusqu'où les Russes à l'époque avançaient assez vite, ils sont arrivés jusqu'à Kherson. On voit que là, ils sont quand même stabilisés, fort heureusement. Mais je crois que ce blocus, c'est un acte de guerre et il doit nous interroger. Il doit interroger l'OTAN, il doit interroger l'Union européenne. On va y revenir. Savoir si Mais c'est un blocus total, général, pardonnez-moi. Ah oui, rien ne passe par Odessa, en tout cas par la mer. Pas de sentiment, ça passe plutôt vers la Roumanie, d'après ce que j'ai compris. Mais oui, le blocus est présent et pour l'instant, on n'y fait rien. David Carbonel, vous êtes sur place, entrepreneur, boulanger. Justement, avant de reparler des bombardements qui ont eu lieu lundi, comment est-ce que vous vivez au jour le jour ce blocus? Est-ce que, par exemple, il y a des pénuries? Est-ce que vous n'avez justement plus accès à rien? Comment ça se passe? On ne va pas arriver jusqu'à là en disant qu'on n'a plus accès à rien. Comme le disait monsieur, il reste la Roumanie, il reste encore la Moldavie et aussi par la Pologne. On fait descendre des denrées par la frontière de la Pologne jusqu'à Odessa. Mais tout ce qui est côté port, aéroport, bien sûr, c'est complètement bloqué. Donc il y a tout de même cette route qui permet vous pouvez avoir des denrées alimentaires, par exemple, on n'en manque pas. Mais il y a un rationnement à Odessa, comment c'est organisé? On en manque, bien sûr, parce que, comme vous avez dit, il y a 1 million d'habitants. Et par les routes, on ne peut pas vraiment tous les jours avoir des camions qui viennent et qui rendent des denrées alimentaires. Donc,
Ce n'est pas donné au compte-gouttes, mais il y a beaucoup moins de produits dans les supermarchés. Vous continuez à fabriquer néanmoins du pain, parce qu'on vous a vu d'ailleurs il y a déjà quelques semaines distribuer des croissants aux habitants de la ville. Vous pouvez encore continuer à fabriquer du pain? Écoutez, je continue à distribuer ce que j'ai. Non, je ne fabrique plus de pain, je n'ai plus les boulangers pour ça. Par contre, j'ai eu beaucoup de dons de grosses compagnies boulangères françaises et j'ai un camion qui est à la frontière de Pologne, dans un dépôt, 33 palettes de croissants congelés, de pain et tout. Et je cherche un camion activement ukrainien qui puisse partir pour aller chercher tout ça. Donc on sent tout de même effectivement les problèmes de transport. Il y a eu un bombardement particulièrement important lundi, David Carbonel. On dit qu'une personne est morte, qu'il y a eu plusieurs blessés. Manifestement, c'est un centre commercial qui a été visé et que ce sont des cibles civiles qui étaient visées. Quelles sont vos informations sur place sur ce bombardement qui a eu lieu lundi? Écoutez, quand on écoute les Russes, c'est parce qu'il y a toujours des armes. La dernière fois, c'était un appartement. Quelle arme il peut y avoir dans un appartement? Là, c'est un centre commercial. Le centre commercial, il est à peu près à 700 ou 800 mètres de chez moi. Donc, c'est impressionnant, une explosion de cette taille. Et puis, l'onde de choc a fait tout vibrer. Effectivement, une personne est décédée, malheureusement. 5 personnes de blessées. Le centre commercial est détruit complètement. Et des informations que j'ai, ils auraient utilisé un missile hypersonique pour ça. On va écouter tout de suite d'ailleurs le maire d'Odessa. Il n'y avait pas d'infrastructure militaire ni de dépôt de munitions ici. Et il n'y en a jamais eu. Christine Dugouin-Clément, donc pas a priori d'infrastructure militaire, en tout cas c'est ce que dit le maire d'Odessa. David Carbonel vient de nous dire que c'était effectivement un centre commercial. Ce sont des civils qui ont été visés. Et est-ce que finalement, lorsqu'on parle de missiles hypersoniques, ça paraît probable ? Alors, le problème, c'est que vous pouvez tout à fait... Il y en a dans l'armement russe. Après, c'est l'utilité. Il n'y a effectivement pas d'utilité stratégique à utiliser un missile hypersonique pour un bâtiment qui n'est pas spécialement protégé et qui, par nature, n'est pas mobile vu que c'est un bâtiment. Cela dit, il y en a déjà qui ont été utilisés, des Kinjal, sur Ivano-Frankivsk. Donc ça pourrait être le cas. Encore une fois, il faut prendre le temps pour vérifier, mais il n'y aurait pas de plus-value, quelque part, opérationnelle à utiliser ce type d'arme au cas particulier. Ce que l'on a vu, c'est qu'il y a eu plusieurs frappes qui ont touché donc, des habitations civiles et qui ont touché des infrastructures civiles. Et il y a peut-être quelque chose à rajouter là-dessus. Vous parliez du blocage, effectivement, de toute la façade maritime d'Odessa, mais il y a aussi des ciblages, notamment de ponts. Il y en a un juste à côté, sur Zaptoka, qui a été pris. Pourquoi est-ce que vous les visez ? Parce que vous êtes dans la même optique. Monsieur le disait, il attendait notamment un camion qui est en Roumanie et qui doit venir. S'il vient, il aurait dû passer par ce pont. Donc vous avez la capacité aussi d'aller toucher les infrastructures logistiques, les routes, les ponts, les voies ferrées, pour non seulement essayer d'arriver à une asphyxie de l'économie ukrainienne, ce qui a déjà été déclaré comme étant un des objectifs il y a maintenant de cela plusieurs semaines. Et puis, il y a aussi autre chose, sous votre contrôle général, mais si vous allez abîmer toutes ces infrastructures, vous n'empêchez pas uniquement tout ce qui est nécessaire aux civils, mais aussi aux militaires. C'est-à-dire que vous allez compliquer la possibilité donc, de livraison d'armes, de rotation de troupes. Vous allez compliquer en fait le déploiement. Donc il y a depuis maintenant plusieurs jours, si ce n'est quelques semaines, des ciblages qui sont faits sur des points qui sont importants d'un point de vue stratégique et notamment des axes logistiques. Oleg Kopsev, vous êtes d'accord? Donc effectivement, on pilonne le côté logistique, on asphyxie le port, la ville. Tout à fait. C'est ce qui se passe. Mais il y a une autre dimension, il y a une dimension humaine, c'est également pour soumettre la population. Je vais dire le mot, je vais oser le dire, mais j'assume, ce sont des actes terroristes pour terroriser la population, comme on le faisait avec le Blitz sur Londres. Il n'y avait rien de particulièrement stratégique au centre-ville de Londres, et pourtant on le bombardait à l'automne 1940. Eh bien, il y a cette dimension-là également, qui est de soumettre la population en les réduisant, en réduisant leur capacité de résister et leur morale par la terreur des bombardements. Général Jean-Paul Paloméros, vous êtes d'accord? Oui, je vais vous faire réagir, David Carbonel. Juste un mot encore sur ces missiles hypersoniques. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Christine Dugouin-Clément?
Oui, bon, Poutine... Pourquoi est-ce qu'on a parlé, on a vu effectivement, on a parlé de ces missiles hypersoniques, en particulier en parlant de cette frappe lundi à Odessa? Parce que c'est les Russes qui en ont parlé. Donc ils sont les maîtres de la communication. C'est eux qui distillent ce qu'ils veulent distiller. Ils veulent simplement rappeler qu'ils ont des missiles hypersoniques. Bon, on sait qu'ils ont des missiles hypersoniques, très bien. L'intérêt militaire est quasiment nul, puisqu'ils ont d'autres missiles qui sont, disons, moins hypersoniques, parce que finalement, il y a beaucoup de missiles qui sont hypersoniques. Hypersoniques, ça veut dire qu'ils sont beaucoup moins repérables, hein, c'est ça en fait, oui, la alors, qualité d'un missile sans rentrer dans la hypersonique. subtilité, c'est au-delà de 5 fois la vitesse du son, à peu près, et puis surtout, ils sont manœuvrants. Donc, ils sont plus difficiles, évidemment, non seulement à détecter, mais surtout à détruire. Quasiment indestructible. Enfin, indestructible, tout est relatif. Mais enfin, Et l'objectif, c'est de terroriser la population. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Oleg c'est Kopsev? de montrer la puissance, c'est de montrer sa puissance. C'est-à-dire, je peux vous atteindre là où je veux, à peu près, et quand je le veux. Et ça, c'est effectivement un moyen de pression assez... Quand vous entendez la population ukrainienne parler aujourd'hui, c'est ça dont ils ont peur. Oui. David Carbonel, qu'est-ce qui fait que vous restez coûte que coûte? Vous sentez qu'il y a quand même une vraie résistance aujourd'hui à Odessa? Il n'y a plus qu'une vraie résistance. Le général le disait, c'est une guerre pour casser le moral. Moi, je dis c'est la guerre de la fatigue. Mais en fait, je pense que les Russes connaissent très mal les Ukrainiens. Ils ne sont pas en train de leur briser le moral dans la ville d'Odessa. Ils sont en train de les soulever encore de plus en plus. À chaque bombardement, il y a plus de colère, il y a plus de civils qui s'arment, il y a plus de barricades, plus de sacs de sable, plus de gens qui rejoignent les rangs de l'armée. Donc, j'ai l'impression que les Russes font un peu tout le contraire. Sinon, ce qui me pousse à rester, c'est que j'ai décidé de venir vivre ici et j'ai été reçu avec le cœur ukrainien, les bras ouverts et ça continue d'ailleurs. Donc, tourner le dos à des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, c'est une chose que je n'arrive pas à faire. Est-ce que vous vous dites tout de même, David Carbonel, qu'Odessa est vraiment un objectif très important pour les Russes et qu'elle devrait tomber, pour les Russes en tout cas? C'est un objectif super important même. Et ce qui me... C'est pas ce qui me choque, je trouve pas le mot, mais ils bombardent aux alentours en fait. Il ne fait pas comme dans les autres villes, l'armée russe. Elle ne fait pas comme dans les autres villes à bombarder le centre et tout. On dirait qu'ils la préservent quand même. On va bombarder un centre commercial, un immeuble par-ci, un immeuble par-là. Un hôtel aussi a été détruit. Mais le centre-ville, il reste intact. Pourquoi, à votre avis? Il y a une histoire, Odessa, la Russie et Catherine II, c'est les escaliers du Potemkin. Il détruit, s'il commence à détruire Odessa, il détruit une partie de la Russie aussi. Une histoire, on va dire. Oleg Kopsev, vous voulez peut-être réagir? Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le monsieur d'Odessa. C'est vrai, je pense qu'il n'ose pas aller plus loin parce que, oui, Odessa, c'est toute une partie de l'histoire de la Russie également. Et là, peut-être quand même qu'il n'ose pas complètement détruire. Ça me fait penser au Gauleiter de Paris qui n'a pas osé, vous savez, appuyer sur le bouton pour faire sauter toutes les bombes qu'il y avait à Paris. Il y a quelque part quand même une limite. Réticence. Mais attention, mais aussi, c'est parce qu'ils rêvent aussi. Ils rêvent de prendre la ville et d'en faire un centre touristique et de l'exploiter économiquement, comme ils ont complètement commercialisé Yalta et la Crimée. Il y a plein d'oligarques qui sont sur les rangs pour privatiser certains, enfin plutôt confisquer la propriété de certains hôtels. Il faut dire que c'est une ville absolument magnifique. Elle est magnifique. extraordinairement belle comme ville. Donc, ville nouvelle pour Catherine II de Russie, pour redonner un peu de contexte c'est beaucoup plus que ça. C'est des siècles aussi. Enfin, c'est 2 siècles. C'est une histoire très récente, mais esthétiquement, c'est une ville extrêmement belle. Je pense qu'ils veulent pouvoir l'exploiter par la suite. Il y a des oligarques qui rêvent de prendre de beaux appartements dans les beaux immeubles qu'il y a dans le centre-ville, comme ils ont fait d'ailleurs, comme ils se sont appropriés beaucoup d'immobilier en Crimée. Il y a autre chose aussi. Donc on ne va pas pilonner ce qui a de la valeur. En revanche, ce que je crains, il y a une autre valeur qui n'est pas immobilière, c'est la valeur humaine, et c'est ça que je crains énormément. C'est comme à Sarajevo, vous avez une extraordinaire diversité culturelle.
Et ça, à Moscou, ou le genre de personnes qui sont au pouvoir à Moscou, ça, ils n'aiment pas. Ils veulent une culture homogène, officielle. Et Odessa, c'est non seulement une extraordinaire diversité, mais c'est une culture qui a toujours été insolente. On parle de l'esprit de liberté. Absolument. d'Odessa, Depuis d'ironie. traditionnellement, depuis des générations et des générations, avec beaucoup d'humour, notamment l'humour juif, l'humour juif new-yorkais qu'on connaît bien avec les Marx Brothers ou Woody Allen. Vous savez, ça vient d'Odessa essentiellement. La cohabitation de toutes les religions, la coexistence et la cohabitation amicale et chaleureuse de toutes les religions que vous trouvez à Odessa. Les dénominations protestantes, l'Église orthodoxe, alors ça ne plaît pas évidemment à Moscou parce qu'on n'aime pas l'œcuménisme, l'Église catholique, l'Église gréco-catholique, ce qu'on appelle les uniates, les juifs, les musulmans de plusieurs tendances. Ils vivent, ils coexistent et ils coopèrent très très bien ensemble, et ça ne leur plaît pas, de même que ça ne plaisait pas aux fanatiques serbes, qu'à Sarajevo il y avait des Serbes qui pouvaient coexister avec des catholiques et des musulmans. Général Jean-Paul Paloméros, vous feriez également ce parallèle entre Sarajevo et Odessa, et est-ce que cette différence dont parle effectivement David Carbonel, de la façon dont justement les Russes s'en prennent à Odessa est différente d'autres villes, est-ce que ça serait pour effectivement préserver ce patrimoine, cette richesse qu'ils voudraient exploiter ensuite? Ce parallèle, il se trouve que j'étais à Sarajevo pendant ce conflit. Et effectivement, progressivement, c'est devenu exactement ce que vous décriviez, c'est-à-dire l'éradication de ce multiculturalisme. Et c'était les Serbes qui le faisaient comme par hasard. Il y a un enjeu militaire quand même. C'est comme Odessa, évidemment, est un enjeu stratégique, ça fixe aussi beaucoup de forces ukrainiennes. Les Ukrainiens ne peuvent pas dégarnir ce front-là. En plus, il y a Kherson, pas loin. Donc, pour les Russes, c'est une manière aussi de continuer à mettre la pression sur les Ukrainiens et éviter qu'ils se concentrent trop sur le Donbass. Mais alors, quelle est la stratégie des Russes, général? Est-ce qu'effectivement, il pourrait y avoir un assaut par la mer? Là, on a vu la carte. Donc, on vient de dire qu'effectivement, il y avait un accès terrestre, donc probablement aussi pour les armes, j'imagine. Est-ce qu'on peut imaginer que les Russes prennent Odessa par la mer? Si un jour ils décident de prendre Odessa, ils utiliseront tous les milieux. Mais je pense que ça va être quand même assez difficile. D'abord parce que je pense que les Ukrainiens s'y préparent. Et on a vu dans d'autres circonstances que c'était difficile d'approcher, même pour des forces très puissantes. On pense au jour le plus long. D'approcher et de débarquer. Donc, c'est pas comme ça qu'ils prendront Odessa. Ça peut faire une diversion, ça peut aussi y contribuer. Mais c'est pas à mon sens, c'est pas par la mer qu'ils vont prendre Odessa. Donc leur stratégie, c'est de descendre, parce qu'on parle beaucoup de Kherson. Ils prendraient Kherson et ensuite ils iraient plus au sud jusqu'à Odessa. Ça serait plutôt ça la stratégie russe? Alors est-ce qu'ils bougeront à partir de la Transnistrie? Ils n'ont pas quand même beaucoup d'hommes en Transnistrie. Ça peut se faire. Hein. Ça, c'est l'autre scénario possible, d'utiliser donc les forces pro-russes en Transnistrie et de prendre Odessa en étau. Pour l'instant, en tout cas, je le sens. Je ne sais pas quel est votre avis, mais je ne le sens pas vraiment. Parce qu'ils n'en ont pas strictement besoin. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'Odessa aujourd'hui. Dans leur stratégie, ils ont d'autres objectifs. Par contre, isoler Odessa, continuer à faire peser la terreur, mobiliser des forces sur Odessa, tout en faisant un blocage au large. Donc ils atteignent cet objectif d'asphyxier en quelque sorte l'Ukraine. C'est ça le vrai problème. Christine Dugoin-Clément, vous êtes d'accord? Donc on est plus dans une stratégie où on gagne du temps, alors, si je puis dire? C'est plutôt ça, un peu? Ils gagnent du temps au-delà de ça. Hein, c'est quand même, ils asphyxient, ils attendent. Ils asphyxient la ville, mais il n'y a pas d'ultime bataille. Cela dit, pour revenir sur ce que vous disiez, très justement, prendre une ville de la taille d'Odessa et une ville ukrainienne, avec des Ukrainiens dedans, et qui sont particulièrement combatifs, avec une population qui est très forte, qui est admirable. Une ville qui a eu le temps de se préparer, ça serait aussi extrêmement coûteux, sauf à la bombarder et à la raser, vraiment. Ce qui
a déjà été fait, mais auquel cas on revient sur un peu la problématique, alors non seulement du patrimoine culturel, mais de pouvoir réutiliser potentiellement des infrastructures. Et si vous rentrez sur du combat au sol, c'est particulièrement coûteux, c'est particulièrement long et coûteux en matériel et en vie humaine, même si on n'a pas le même rapport du prix de la vie humaine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on fait ce blocage-là, on a cette asphyxie économique, mais aussi on fait aussi ce que vous disiez très justement, on divise un petit peu la capacité de force ukrainienne. Or, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un renfort dans le Donbass d'un point du système militaire russe, qu'ils ont une artillerie qui fonctionne et qu'ils ont depuis très longtemps, leur force militaire étant de mener des guerres en stabilisant leurs gains et en utilisant une artillerie particulièrement puissante. Et un des gros enjeux de l'Ukraine, ça sera de réussir à pouvoir ne pas se faire complètement diviser et à empêcher quelque part la Russie de mener la guerre qu'elle souhaite mener, la guerre où elle l'estimera être le plus à l'aise. Une fois qu'on a dit ça, il est toujours difficile de prédire quelle sera l'issue d'une guerre parce qu'il y a énormément de facteurs, dont certains que l'on ne connaît pas, mais ça va être un des véritables enjeux, c'est-à-dire la gestion de l'artillerie, dont on parle peut-être moins. Des frappes dans la profondeur, parce qu'il y a l'aviation, enfin, c'est l'ensemble également. des frappes qui est dans la profondeur. David Carbonel, justement, comme vous êtes sur place, comment ressentez-vous, vous ? Est-ce que vous avez l'impression justement que la stratégie des Russes, c'est plutôt d'asphyxier la ville ? Moi, je me demande si vraiment ils ont une stratégie quand je vois les frappes qu'ils font. La seule chose pour Odessa, par la mer, ils ne vont pas y arriver. Non. Ça va être un massacre. Du côté de la Moldavie, où ils ont des hommes, c'est des hommes fatigués d'un certain âge, qui n'ont pas spécialement envie de se battre. Pour emmener des troupes terrestres à Odessa, leur seul, et ils ne sont pas nombreux, pour moi, je ne suis pas un stratège, leur seule chance, et encore, je me demande s'ils vont y arriver, c'est de prendre Nikolaïev. Parce que pour arriver à Odessa, il faut passer Nikolaïev. Oui. Mais ils sont très proches de prendre Nikolaïev, même s'il y a une forte résistance, effectivement. Il y a une énorme résistance à Nikolaïev, très proche. Pour le moment, ce n'est pas les infos qu'on a nous ici, ça se défend toujours. Et d'ailleurs, toutes les semaines, il y a des camions qui partent à Nikolaïev pour de la nourriture, de l'eau, parce que c'est vrai qu'il manque de beaucoup de choses là-bas. Donc, toutes les semaines, au milieu de dessin, on réunit tout ce qu'on peut pour envoyer à Nikolaïev. Il y a une solidarité, vous nous dites, entre Odessa et Nikolaïev. Énorme. Odessa, c'est très bien que si Nikolaïev tombe, on a les Russes qui vont avancer vers Odessa. Oui, et là, si les troupes russes arrivent de Nikolaïev, c'est sûr que Poutine va envoyer son armée par la mer faire un débarquement. Sur les plages d'Odessa, je me demande comment, parce que ce pas des grandes plages. Satoka, et des routes de 50 mètres de large, il n'y a pas grand-chose pour... ils vont être vite coincés. À mon avis, par rapport aux cartes géographiques, de voir comment c'est disposé Odessa et sur Zatoka et Nikolaïev. Ça va être difficile de l'encercler. Ça va être difficile. Donc vous avez un vrai espoir, David Carbonel, justement, qu'ils ne parviennent pas à prendre Odessa. Malgré, justement... Ils parviennent à prendre Odessa. La bombarder, comme disait madame, la bombarder, la raser, et là, bien sûr... à ce niveau-là, que faire de Odessa à Mariupol, mais ça serait compliqué pour lui. Quel est l'intérêt ? Il n'y a aucun intérêt. Général Jean-Paul Paloméros, vous pouvez peut-être réagir. Alors justement, on a parlé beaucoup de Kherson aujourd'hui, en disant qu'il y avait une résistance, mais là aussi il y a Nikolaïev, donc cette ville qui n'est toujours pas tombée, mais qui est quand même extrêmement affaiblie. Il y a aussi Kherson. C'est vraiment, ce sont les villes qui doivent tomber juste avant Odessa. Bah oui, ils peuvent pas contourner tout ça. Autant ils peuvent attendre pour Odessa. Là, ils se sont engagés dans le combat à la fois à Kherson et Mykolaiv. Ils peuvent pas reculer parce que d'abord, ce serait une défaite et une grosse défaite, une défaite visible. Donc ça, je pense que M. Poutine aujourd'hui n'est pas prêt à l'accepter. Et deuxièmement, ça leur couperait, si vous voulez, les moyens de faire pression sur cette région. Donc oui, ça va continuer à Kherson. Enfin, Kherson, c'est pris, mais c'est quand même assez instable. C'est assez instable. Mais il y a quand même une volonté de russifier Kherson. Tous les jours, il y a des signes de tentatives de russification. Avec notamment la ressortie d'édiles qui étaient notoirement pro-russes et qui ont été renommés. Ils vont mettre des hommes en place, des hommes liges.
peut-être pas seulement russification, soviétisation. Soviétisation, Aussi, parce que, attention, c'est pas toujours les noms d'avant-révolution qui reviennent, c'est les noms de bolcheviks et autres suppôts staliniens qui reviennent à la mode. Mais soviétisation, ça va très bien. Avec des statues de Lénine. Parce qu'on n'a rien contre le peuple russe, vous avez raison. Bravo. Alors, on va revenir justement sur la déclaration de Joe Biden qu'il a faite hier, le président américain, puisqu'il a dit qu'il allait envoyer plus d'armes à l'Ukraine via une procédure, la procédure du pré-buy, qui était en fait la procédure utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour acheminer l'aide aux Alliés. On va l'écouter, Joe Biden. Je signe un projet de loi qui fournit un autre outil important dans nos efforts pour soutenir les Ukrainiens dans leur lutte pour défendre leur pays et leur démocratie contre la guerre brutale de Poutine. David Carbonel, est-ce qu'on parle beaucoup de l'aide des Américains, en l'occurrence l'aide militaire à Odessa? Écoutez, les aides que les Ukrainiens parlent beaucoup à Odessa, c'est l'aide anglaise, l'aide allemande et l'aide française. L'aide américaine, on l'a pas entendu. Encore, je l'entends pas. Du moins, quand je discute avec eux, ils parlent toujours à la France. L'Allemagne nous aide. On parle plus des Européens. On a un petit problème de son avec vous, Général Jean-Paul Paloméros. Mais ces armes américaines, est-ce qu'elles peuvent arriver jusqu'à Odessa via justement le chemin terrestre dont on parlait? C'est ce que disait M. Carbonel. Oui, c'est encore possible, mais pour combien de temps? Il faut aller vite. Moi, ce que je dirais... c'est ça tout de même l'enjeu aujourd'hui, c'est de parvenir à acheminer tous ces armements jusqu'au sud et jusqu'à l'est. C'est la ligne de vie ukrainienne, des forces ukrainiennes. Les forces ukrainiennes sont la ligne de vie de l'Ukraine et l'acheminement d'armement, c'est la ligne de vie des forces ukrainiennes. Donc, mais l'effort qui est fait par les Américains, quand même, il faut le remettre. Évidemment, c'est sans doute pas perceptible in situ. Mais enfin, il est considérable. Alors on entend des petites voix dire « oui, les Américains ». Mais enfin, si les Américains n'étaient pas là, ça serait difficile d'entretenir quand même le niveau nécessaire, absolument indispensable d'armement, de livraison d'armement à l'Ukraine. Il faut bien prendre conscience de ça. On est dans un facteur, dans une échelle par rapport à ce que peuvent faire les Européens. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais... Donc cette aide américaine, eh bien, une fois de plus, elle est cruciale. Elle est cruciale, Christine Dugouin-Clément? Clairement, là, comme on le disait, les horloges tournent et les horloges tournent pour tout le monde. Donc une procédure d'accélération comme le pré-buy, ça joue un rôle. Et oui, parce qu'il y a une nécessité d'arriver pour les Ukrainiens à récupérer ce matériel dont ils ont un besoin, mais c'est primordial, à l'avoir de manière suffisamment rapide pour pouvoir tenir leur position et essayer même de pousser et de repousser, notamment dans le Donbass. Donc oui, c'est évidemment important. On parle d'armement lourd. Il y a aussi d'autres soutiens qui sont faits en capacité, notamment en termes de partage d'informations. C'est quelque chose qui est extrêmement important puisque savoir être le mieux informé vous permet d'être le mieux organisé, de faciliter tout le command and control. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont certes moins visibles, mais qui sont tout à fait importantes là-dessus. Les Américains ne font pas secret de soutenir l'Ukraine aussi à ce niveau-là. Maintenant, il est évident que quand vous êtes au cœur du conflit, on le voit avec M. Carbonel, mais il y a une urgence qui est quotidienne. Donc évidemment, il y a un besoin crucial que cela arrive. Les Russes le savent, d'où l'intérêt aussi d'aller sur ces lignes logistiques, sur ces voies d'acheminement, même si l'Ukraine est particulièrement résiliente et particulièrement réactive et essaye de réaxer d'autres voies, d'ouvrir d'autres voies pour pouvoir maintenir et son économie et son approvisionnement. Oleg Kopsev, sur le blocus, justement, Odessa, on a vu l'impact mondial, donc on en parlait, l'impact sur les prix des céréales, l'impact d'ailleurs des pays qui sont très dépendants, comme l'Égypte ou même encore le Liban, où il y a des risques de famine. Ce blocus, pour le moment, il n'est pas question qu'il soit levé. Ah non, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment, aucune ni pourquoi, négociation, ça fait partie vraiment... Quel intérêt aurait-on à soudain lever ce blocus? Je voulais rajouter une chose à propos de Kherson et de Nikolaïev, ou Mykolaïev, comme disent les Ukrainiens. Il ne faut pas oublier que ce sont également des villes extrêmement importantes qui contrôlent le trafic fluvial. Ces fleuves, en fait, sont beaucoup plus grands et beaucoup plus importants. On peut y faire passer des flottes entières, soit civiles, soit des cargos, soit au contraire des vaisseaux de guerre.
Parce que ce sont les fleuves d'Ukraine comme de Russie sont absolument immenses. Et en plus, alors il y a effectivement quelques passages un peu délicats où il y a des écluses, mais sinon c'est en fait beaucoup plus large et important que les routes terrestres. Donc c'est pour ça qu'on veut... Alors ils tiennent déjà Kherson qui empêche de circuler sur le Dniepr du nord au sud. Donc on peut pas... Si Kiev voulait envoyer des équipements de Kiev à l'estuaire du Dniepr, ça serait pas possible. Et Nikolaev, eh bien ça aussi, ça contrôle ce fleuve qui va d'est en ouest, pratiquement depuis pas loin de la Roumanie, jusqu'au sud de l'Ukraine. David Carbonel, comment justement vous parliez du fait que finalement les Ukrainiens ont le moral parce que ils ont ce moral, ce que vous disiez au début de l'émission. Comment est-ce que on explique la résistance de la population civile? On a beaucoup parlé des catacombes d'Odessa où finalement la population civile se réfugie. Ces catacombes, c'est un endroit très important pour la population civile, effectivement, à Odessa, pour se protéger. C'est là, en fait, quand il y a les bombardements où les civils descendent dans les catacombes parce que là, les missiles ne peuvent pas les atteindre. Donc, c'est beaucoup les femmes et les enfants qui y vont. Et il y en a de partout, tout Odessa et au-dessus des catacombes. Bon, il y a de la place, beaucoup de monde peut y aller, oui. C'est là où ils vont se réfugier de suite dès qu'il y a des bombardements. Au niveau moral des Ukrainiens à Odessa, c'est pas qu'à Odessa, c'est les Ukrainiens. Déjà, ils ont du mal à accepter cette guerre que la Russie leur fait parce que, on va dire, c'est pour eux, c'était des frères, plus ou moins, mais quand même. Et plus ils envahissent, plus ils mettent le pied en Ukraine, plus il y a une haine qui se décuple de jour en jour. Et je vois les femmes qui prennent les armes, les hommes, il n'y a pas de... Encore aujourd'hui, pardonnez-moi David Carbonel, encore aujourd'hui, en ce 77e jour de guerre. Toujours. C'est un moral de fer. Je t'admire, c'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable, c'est vrai que général Jean-Paul Palomero, c'est vrai que ce moral, on en parlait au début, mais aujourd'hui, quand on entend David Carbonel, non mais c'est un superbe témoignage. On leur remercie et puis je m'étais permis de dire que ce sont des attaques terroristes pour écraser la population et leur faire peur et réduire leur morale, mais ça ne marche pas, heureusement. Oui, David Carbonel. Comme j'avais comparé au Blitz de Londres, eh bien, les Ukrainiens en général et les Odessites sont aussi résistent héroïquement comme les Londoniens en 40. David Carbonel, vous vouliez dire quelque chose? C'est des Cosaques. C'est des Cosaques. Entre autres, oui. Ils n'ont peur de rien. Ils se préparent. On sait très bien qu'à Nikolaïev, ces bombardements sont bombardements. Il y a des trucs plus. C'est pas grave, vous voyez. Les femmes prennent leur voiture, elles remplissent de carton, elles s'en vont en Nikolaïev pour porter tout ça. Avec de la nourriture, de l'eau, ça ne les dérange pas. Ils peuvent bombarder, ça bombarde. Quand il y a des alertes, bon, bien sûr, on bouge, on se met quelque part. Dès que c'est fini, ça ressort, ça discute. Comme si rien ne s'était passé. David Carbonel, en même temps, vous parliez de frères et en fait, on avait l'impression que la Russie, au départ, espérait beaucoup du fait que c'était des zones très russophones. C'est quand même le cas d'Odessa. On parle plutôt le russe. Le maire d'Odessa, d'ailleurs, parle souvent russe. Ils espéraient en fait que le fait qu'ils parlent russe, ça les rapprocherait, enfin que du coup ces villes pourraient tomber. Et finalement, c'est le contraire complètement ce que vous décrivez. C'est tout le contraire. Et Odessa était une ville, la ville balnéaire où beaucoup de Russes venaient en vacances. Donc en fait, ça n'a pas, quand vous parlez de la langue, finalement, n'a pas créé de solidarité avec, même s'il y a pu y avoir aussi des tensions à une époque à Odessa, peut-être entre russophones et ukrainiens, ça a existé. Oui, ça existait, mais non, ça n'a pas fait. C'est-à-dire que les Ukrainiens, c'est leur terre, c'est leur pays, ils vont la défendre coûte que coûte, et jusqu'à la dernière goutte du sang. Et ils ne laisseront rien passer. Ils sont là, ils veulent repousser, ils se battront, tous se battront. Vous avez vu, il y a même les grands-mères et les grands-pères qui se battent ici.
Les grands-mères et les grands-pères, Général Palomero, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir qu'il y a toujours donc, ce moral très fort côté ukrainien. Un petit mot peut-être sur une extension possible du conflit via, donc on a parlé un peu de la Transnistrie, d'après les renseignements américains hier, ils parlent justement en tout cas probablement d'une sorte de débordement en Transnistrie. Que Poutine n'a pas l'intention d'utiliser l'arme nucléaire, mais en tout cas, April Haines, qui est la chef du renseignement américain, dit qu'a priori, Vladimir Poutine ne limiterait pas sa volonté d'occupation au seul Donbass. On va l'écouter. Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, où il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass. Nous pensons que ces objectifs stratégiques n'ont pas changé. Nos informations montrent que les militaires russes veulent aussi étendre le pont terrestre à la Transnistrie. Alors moi, je pense vraiment, depuis pratiquement le début, que la vision, je ne parle pas de stratégie, la vision qu'a Poutine pour l'Ukraine future, c'est une Ukraine neutralisée, une Ukraine vassale. Et donc, oui, je suis assez d'accord avec cette analyse du renseignement américain. Est-ce que ça veut dire un conflit long ? Ça va dépendre des ce qu'ils ont l'air de dire, en tout cas. Résilience des uns et des autres. Là, je me répète, mais vraiment, c'est les forces ukrainiennes qui comptent. Là, il faut qu'elles tiennent la route, ne serait-ce que pour faire douter Poutine, et que, quelque part, ils se disent... ça me coûte cher en hommes, ça me coûte cher tout court, et ça n'a que trop duré. Donc l'aptitude à durer, si vous voulez, on ne peut pas la jauger à Benicio. C'est après qu'on peut juger. Un petit point sur Odessa, parce qu'on n'en a pas parlé encore. Il y a une petite île là, qui s'appelle l'île aux serpents. L'île aux serpents, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de l'île aux serpents. Et vous savez qu'ils essayent, les Ukrainiens mettent la pression pour éviter que les Russes ne puissent vraiment s'y installer durablement, parce que là, pour le coup, ils contrôleraient quand même, ils installeraient des systèmes de défense aérienne. Elle est au large du port d'Odessa, cette île, à peu près, c'est ça, géographiquement. Et donc, ça c'est aussi un enjeu, peut-être pas stratégique, mais c'est un enjeu important. Donc il y a une bataille sur cette île aux serpents. Les Ukrainiens essayent d'éviter que les Russes puissent vraiment s'y installer durablement. Donc, ils essayent de frapper comme ils peuvent. Il y a eu une frappe de drone de mémoire il y a quelques jours. C'est ça, il y a une frappe de drone. Donc en fait, qui font peser une menace. Elle est occupée par les Russes aujourd'hui, cette île, parce qu'il y a eu pas mal d'informations contradictoires. La fameuse île où il y avait des marins qui avaient dit d'aller se faire se faire voir ailleurs, si je peux dire. C'était beaucoup plus, c'était un autre vocabulaire. On pensait qu'ils étaient morts, ces marins, et puis finalement, il semble qu'ils n'étaient pas. David Carbonel, oui, un mot sur l'île aux serpents, peut-être. L'île aux serpents, oui, il y a eu une frappe, il y a eu un hélicoptère russe qui a essayé de déposer des hommes, il s'est fait frapper. Donc oui, je fais la faute, parce que là, ils vont peut-être mettre des appareils pour tirer des missiles, je ne sais pas s'ils veulent faire, mais dès qu'il y a quelque chose, les Ukrainiens ripostent très vite. Et pour ces marins courageux ukrainiens pour le bateau, il leur avait dit en russe, Idinaroui. En fait. Pour lui, il l'a dit. Un peu plus mal poli. Christine Dugouin-Clément, oui, juste un mot peut-être sur cette île aux serpents pour terminer, qui du coup est devenue stratégique parce qu'effectivement elle est juste en face du port d'Odessa. Alors, elle l'est, mais il y a peut-être un point que je voudrais remettre aussi, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais le conflit en Ukraine, il n'est pas du 24 février. Là, on a une opération militaire maximaliste, mais l'Ukraine connaît un conflit depuis 2014 dans l'est de son territoire. Et quelque part, ce que vous voyez de cette résilience de la société civile, de la population, eh bien, quelque part, c'est quelque chose qui est encore plus admirable dans la mesure où ça s'est étalé dans le temps depuis 8 ans. 9 quasiment. Donc on est sur quelque chose de différent. Et il y a aussi peut-être un point pour revenir sur les ports, c'est qu'il y a eu déjà au niveau de la Russie et avant le 24 février une tentative de fermer la mer d'Azov en construisant un pont sur le détroit. Voilà, le détroit de Kerch. On parlait beaucoup de la continuité justement. Oui, mais en fermant, si vous voulez, en mettant ce pont qu'ils ont mis à une hauteur qui ne permettait pas aux supertankers de passer, eh bien on avait déjà un premier travail finalement d'étranglement économique de l'Ukraine. À l'époque, donc
Mariupol et Berdiansk, donc qui étaient des ports extrêmement importants. Donc ce travail vraiment qui essaye de neutraliser l'Ukraine, de la neutraliser économiquement, de la neutraliser militairement, d'essayer de la neutraliser culturellement. Vous le disiez, là, quand les villes sont prises, les panneaux des villes changent, beaucoup de changent. Détails, non, pas détails. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises en place. Et il est vrai que là, l'Ukraine doit tenir. Et en Ukraine, on dit maintenant beaucoup avec un moral d'acier. On ne dit pas à la fin de la guerre, on dit à la victoire. À la victoire, et Odessa, un peu le symbole. C'est pour ça qu'on en parlait ce soir d'ailleurs. Je crois que Odessa, c'est une étape en fait dans la vision de Poutine. L'idée, c'est de reprendre en fait tout le contrôle du nord, d'abord de reprendre le contrôle de la mer d'Azov. Il tient le sud, il veut reprendre le nord. Maintenant, c'est le sens de l'attaque absolument épouvantable sur Mariupol, et il veut reprendre en fait tout le contrôle de la côte nord de la mer Noire, qui a été perdue par ce que lui voit comme l'Union soviétique. Et d'ailleurs, donc il y a plusieurs pays, donc vous avez la Roumanie, la Bulgarie, qui sont passés à l'OTAN. Donc, et après, Poutine, puisqu'on utilise un vocabulaire coloré, Poutine a pété les plombs quand, effectivement, l'OTAN a commencé à flirter avec l'Ukraine. Et là, il s'est dit, non, on reprend maintenant les territoires, et on va sans la moindre limite quant à l'investissement militaire. David Carbonel, j'aimerais bien que vous concluiez cette émission. Comment vous vivez en ce moment? C'est vraiment au jour le jour? Et au jour le jour, oui, on fait du mieux qu'on peut, on se débrouille, on reçoit des dons. Il y a des gens qui portent des denrées à un endroit à Paris, et on nous les envoie. Enfin, on se débrouille, on fait tout ce qu'on peut. On résiste nous aussi à notre façon, voilà, et on est dans. Plus on aide, plus on sait que le monsieur Poutine a pété les plombs, j'aime bien l'expression. On essaye de repousser, en fait. Il est venu pour nettoyer les nazis. Donc, je ne sais pas où ils sont, mais lui, il les a vus, en fait. Donc, on se mobilise tous pour aider le plus qu'on peut. Merci. Chez nous, ici, je suis français, oui, mais Odessa, c'est quand même chez moi. Courage. C'est une ville française à l'origine, d'ailleurs, Odessa. C'est les Français qui ont construit les archives, le duc de Richelieu. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Pardon? Ils sont très bien protégés, on ne la voit plus. Oui, ils ont La protégé statue de Richelieu est très bien protégée. les sacs de sable. Bravo. Ouais. Ils ont protégé. Oui, la statue du duc de Richelieu, oui. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci vraiment pour votre témoignage, David Carbonel. C'était vraiment précieux de vous avoir ce soir. Merci. Merci, Général Jean-Paul Paloméros. Merci, Christine Dugouin-Clément. Merci à vous, Oleg Koptsev. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Au revoir.